Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Une initiative diplomatique d'ampleur a été lancée à Islamabad. Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et de l'Égypte ont entamé des discussions. Cette rencontre qui se poursuit jusqu'à lundi vise à explorer des pistes de désescalade. Et en fait, les Israéliens, les Américains et les Iraniens négocient par l'intermédiaire d'intermédiaires. Ils ne sont pas invités aux discussions. Le Pakistan, qui est l'hôte de ces pourparlers, occupe une position stratégique en tant qu'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Islamabad cherche ainsi à jouer un rôle de facilitateur. La décision des autorités israéliennes de restreindre l'accès aux lieux saints de la vieille ville de Jérusalem en pleine escalade sécuritaire a provoqué une réaction politique immédiate. Emmanuel Macron a dénoncé une entrave à la liberté de culte, apportant son plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte empêchés de célébrer la messe des rameaux au Saint-Sépulcre. Il a également affirmé condamner cette décision de la police israélienne. Il évoque une multiplication préoccupante des violations du statut des lieux saints et, ce faisant, il fait mine d'ignorer que le mur des lamentations est tout aussi fermé que le Saint-Sépulcre, puisque Israël est sous une pluie de missiles iraniens. Accident d'un bus de touristes israéliens en Savoie, en France. Une adolescente de 12 ans a été tuée. Le conducteur est en garde à vue. Le bus a roulé et a percuté un mur. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. On part pour Jérusalem. On le retrouve notre correspondante permanente Cathy Bisraor. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Bernard. Cathy, les négociations ont lieu, elles sont un peu bizarres. D'ailleurs, apparemment, elles n'ont pas commencé aujourd'hui, même si on a fait le choix, pour une raison que nous ignorions, de nous montrer des images aujourd'hui. C'est des négociations, comme je disais à l'instant, par l'intermédiaire d'intermédiaires, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, le Pakistan, mais vous allez nous expliquer ça mieux que moi, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, la Turquie négocient pour trouver un terrain d'entente, mais Israéliens, Américains et Iraniens ne sont pas là. Non seulement ils ne sont pas là, mais tout ce que vous racontez, les intermédiaires d'intermédiaires, ce qui est exact, en fait, ce n'est pas le fond du problème. D'abord, c'est vrai qu'il y a des intermédiaires, mais ça, parfois, les négociations fonctionnent comme ça. Mais là, le fond du problème, c'est qu'en fait, il y a deux données qui montrent que ces négociations, pour l'instant, ont très mal débuté. Première donnée, il y a des contradictions énormes, et vous avez certainement entendu au sein de la direction iranienne, vraiment des informations très contradictoires qui montrent qu'il y a des premières fissures à l'intérieur du régime iranien. Mais le problème le plus grave, c'est qu'un des responsables iraniens, le président du Parlement, avec qui peut-être que les États-Unis pourraient parler, a dit le plan des 15 points de Donald Trump est totalement inacceptable de notre point de vue. Et donc, on voit mal, évidemment, Donald Trump accepter de finir la guerre en donnant à l'Iran le contrôle du détroit de l'Ormuz, le contrôle également de la possibilité de développer de l'arme nucléaire. Et donc, en conclusion, pour l'instant, ce que l'on dit en Israël, c'est qu'on est pessimiste sur l'avenir de ces négociations, mais comme on sait, les choses peuvent changer très rapidement dans cette région du Moyen-Orient, mais pour l'instant, on est pessimiste. En tout cas, du point de vue israélien, on a déjà dit, pendant les semaines qui nous restent, peut-être avant la fin de cette guerre, nous allons augmenter et de manière accentuée énormément toutes les opérations contre l'Iran. Alors, dans le même temps, il y a une décision qui a été prise qui est très symbolique, mais très importante, très forte. C'est la décision de fermer le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire la principale église chrétienne de Jérusalem, là où les chrétiens considèrent que Jésus a été allongé au sol après avoir été déposé de la croix. C'est fermé. Et alors, même Macron a dit c'est une violation du droit, etc. Alors pourquoi cette décision ? D'abord, je vais vous dire, c'est à mon avis, de nouveau une bévue, vraiment une erreur très grave j'ai envie de dire, de la relation publique israélienne ou de la diplomatie israélienne de ne pas n'avoir bien préparé et bien expliqué ce sujet. Et donc, il y a eu une erreur de la diplomatie israélienne, de la police israélienne, qui n'a pas référé apparemment au plus haut niveau. Ça, c'est sur la forme, et certainement Israël a fait des erreurs et tente actuellement de réparer ces erreurs, cette erreur, si vous voulez, de choix par l'intermédiaire d'une série de contacts qu'ont aussi bien Netanyahou que le ministre des Affaires étrangères vis-à-vis de l'ensemble du monde chrétien et l'ensemble des diplomaties dans le monde. Ceci dit, il faut tout de même rappeler,
dans cette église du Saint-Sépulcre, il n'y a pas de chambre étanche, il n'y a pas de zone de protection. Et la police israélienne, elle, s'est contentée de prendre une décision qui a été prise pour toutes les synagogues d'Israël. Comme on sait, en Israël, on ne peut pas, les synagogues ne fonctionnent pas d'une manière régulière. Le kotel, vous l'avez dit vous-même, n'est pas ouvert, il n'est pas totalement fermé, mais n'est pas ouvert. Il est ouvert au compte-gouttes, uniquement quelques dizaines de personnes peuvent pénétrer. Et donc la police israélienne, elle, a pris une décision stricto sensu sécuritaire. L'erreur a été de ne pas en avoir référé, de ne pas avoir été sensible à ce sujet, et là, il y a eu une erreur. Mais d'un autre côté, cette récupération, une fois de plus, aussi bien de la presse internationale que de certains dirigeants internationaux du monde entier, comme d'ailleurs le président Macron, et j'ai envie de dire presque hypocrite, car ils savent très bien les conditions dans lesquelles Israël se trouve. Et que se serait-il passé, Bernard, si au moment de la visite au Saint-Sépulcre, il y aurait eu, comme il y en a eu d'ailleurs plusieurs fois ces dernières semaines à Jérusalem, des tirs ou des éclats de tirs qui auraient touché la délégation chrétienne. Alors, très franchement, Catherine, sur ce point-là, Cathy, je ne vous suis pas. Par exemple, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac dans la visite dans la vieille ville, et franchement, les décisions étaient arbitraires, et comme vous aviez commencé votre papier, totalement inutile. Patriarche Latin veut aller au Saint-Sépulcre, il va au Saint-Sépulcre. Excusez-moi, Cathy, il prend un missile, il veut absolument y aller, il est responsable de ce lieu de culte, il y va. Et pourquoi c'est Israël qui doit prendre non seulement le missile, mais en plus de ça, les insultes, la mise à l'index. Tu veux aller dans ton église? Va dans ton église. Quel est le problème? J'étais à 2 mètres de Jacques Chirac. 20 fois, je me suis dit, laisse-le passer. Il veut absolument avoir des problèmes de sécurité, qu'il les ait. On est d'accord, je vais vous dire, on est d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord sur la forme. Sur le fond, ok, c'est clair qu'il y a eu une erreur de la décision de la police. Ok, c'est clair, même la direction israélienne Quel le dit. intérêt? Il y a eu une Israël a erreur. et le Ok. missile et la mise à l'index. Et Alors au moins qu'il ait que le missile. ceci dit, l'histoire aurait dû être traitée d'une autre manière. D'abord, c'est pas la police qui aurait dû traiter cette histoire. Ça aurait été au niveau le plus haut diplomatique qui aurait dû traiter ce sujet. Et certainement, des conditions auraient été proposées pour qu'il y ait cette visite, mais pas de centaines de personnes, comme ça devait être le cas. Des centaines de personnes qui se rendent ensemble dans un lieu, ça n'existe nulle part en Israël. Toutes les réunions en Israël, les mariages, les réunions, etc., n'existent pas. Et là, il y aurait dû avoir une manière de traiter le sujet. Mais encore une fois, et j'espère que sur ça, vous allez être d'accord avec moi, à mon avis, il y a eu une récupération hypocrite, aussi bien de la presse internationale que de certains gouvernements qui connaissent bien la situation d'Israël et qui auraient dû comprendre, certes peut-être critiquer, mais à la fois, en même temps, comprendre la situation très délicate et la responsabilité qu'a Israël vis-à-vis de l'ensemble de ses citoyens, mais également des chrétiens qui se trouvent ici en Israël. Du côté de Macron, oui, il aurait pu comprendre. Les autres, ils jouent leur jeu, Cathy. Enfin, on ne va pas transformer notre conversation en un débat. J'ai entendu ce que vous disiez. Je pense effectivement, parce que vous nous dites, c'était pas au responsable de police de prendre cette décision. Si, mais au moins qu'il prévienne le gouvernement. Il ne prend pas une décision, c'est quand même pas rien, le Saint-Sépulcre. Il ne parle pas de ma synagogue où je vais tous les samedis. Il y a eu une erreur et d'après ce que je comprends, d'après les informations qui sont diffusées ces dernières minutes, il y a actuellement eu des rappels à l'ordre qui ont été faits à partir du gouvernement, de la diplomatie israélienne vis-à-vis de la police pour que certains sujets comme celui-là soient traités d'une autre manière que doivent être traités un problème sécuritaire. Ils l'ont traité comme une question sécuritaire, ils auraient dû le traiter à la fois comme une question sécuritaire, mais à la fois comme une question de haute importance diplomatique, ce qui n'a pas été fait. Cathy Bisraor, je rappelle que vous êtes l'une des correspondantes permanentes de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Benjamin Netanyahou a assuré que l'empêchement des responsables chrétiens de prier à l'église du Saint-Sépulcre répondait exclusivement à des impératifs de sécurité. Selon le chef du gouvernement israélien, des missiles iraniens ont récemment visé à plusieurs reprises la vieille ville de Jérusalem. Certains fragments sont tombés à proximité des principaux sites religieux. Israël a donc temporairement restreint l'accès aux lieux saints. Et j'ajoute, moi, c'est pas dans le communiqué du Premier ministre, que même l'accès au mur de lamentation est restreint. Le président israélien, Yitzhak Herzog, a exprimé sa profonde tristesse. Après cet événement, il affirme avoir personnellement appelé le cardinal Pietrattista Pizzabella et le custode de Terre Sainte Francesco Yelpo, c'est-à-dire en fait donc les responsables
de ce lieu saint de la chrétienté. La situation à présent sur le terrain militaire. Le président du Parlement iranien accuse les États-Unis de mener un double jeu. Il affirme que Washington poursuit en parallèle des discussions diplomatiques et des préparatifs militaires en vue d'une éventuelle opération terrestre en Iran. Dans une déclaration relayée par l'agence officielle IRNA, il affirme que l'ennemi envoie des images de dialogue tout en planifiant secrètement une intervention au sol. Sur LCI, le général Pomelos affirme que les Américains ont compris, en tout cas les Israéliens l'ont compris, qu'ils sont face à une opportunité historique. J'allais dire, ils sont bien où ils sont. Pour moi, ça ne vaut pas la peine de dépenser la vie d'un Marines. S'ils sont stockés et qu'ils y restent, donc on voit bien que la solution n'est pas là. La solution, elle est d'épuiser ce régime et qu'il tombe enfin. Et c'est pour ça que les Israéliens ont parlé de ça, de la fatigue israélienne, mais ils ont un grand dessein, les Israéliens. Ils savent très bien qu'ils ont une opportunité, ils ont, et nous, je pense, on peut le dire comme ça, une opportunité historique qui ne se représentera pas si on lâche maintenant. Je ne sais pas si Donald Trump a perçu ça. J'ai le sentiment quand même qu'il y a un peu de ça dans son discours. Il le disait au tout début, peut-être moins aujourd'hui, en s'adressant à la population iranienne. En tout cas, il sait que lui, il n'y reviendra pas. Donc il sera quand même jugé sur le résultat de tout ça. Il faut un petit peu se mettre à sa place. Et pour l'instant, il fait 15 propositions qui étaient ce qu'elles étaient. Ils lui sont envoyées il n'a pas beaucoup aimé là. L'affaire des 15 propositions, je ne l'exciterai pas trop quand même à la place des Iraniens parce que là, je trouve qu'ils sont un petit peu arrogants. Un autre général, le général Dominique Delors, affirme que le conflit dure, mais que si concrètement on devait faire la mise en équilibre des dégâts côté israélien et côté iranien, les dégâts côté iranien sont au moins 3000 fois plus importants que ceux en Israël, et ce général est aussi sur LCI. Il faut quand même rester réaliste. Si vous regardez les résultats matériels des tirs iraniens que sur Israël, et vous regardez les résultats matériels des tirs américains et israéliens en Iran, c'est de 1 à 3000. C'est-à-dire que regardons quand même les choses sérieusement. C'est vrai que le conflit dure, et il va durer, parce que les Iraniens sont très résilients et ils sont totalement déterminés. Mais les dégâts causés à l'Iran sont 3000 fois supérieurs, voire plus, 10 000 fois supérieurs à ce qui a été fait en Israël. C'est un peu plus important pour les États du Golfe, c'est pour ça que les États du Golfe sont plus nerveux, parce qu'évidemment ils sont plus vulnérables avec leur système de pétrolier et de gaz qui sont développés. Mais si on regarde, parce que si vous voulez, il y a toujours un terme d'efficacité dans l'action militaire. L'action militaire, dans ses dégâts, je ne dis pas dans sa réalité politique, mais dans ses dégâts, évidemment totalement en faveur de la coalition américano-israélienne. Et puis on entendait l'intervenant précédent dire Donald Trump n'a pas vraiment apprécié qu'on le promène et qu'on le prenne de haut. Eh bien, Donald Trump s'est exprimé lors d'un forum qui s'appelle précisément le Forum d'investissement FII Priorité. Et il est soutenu par l'Arabie Saoudite. Et on a demandé au président américain de prendre la parole. Les propos, de mon point de vue, sont littéralement hallucinants. La façon dont parle Donald Trump est proprement hallucinant. Et il dit, vous allez l'entendre, le prince héritier d'Arabie Saoudite ne pensait pas qu'il devrait un jour me lécher les fesses. Il parle comme ça, du roi d'Arabie Saoudite. Il ne pensait, lick my ass. Il ne pensait pas qu'il serait un jour obligé de lécher mes fesses, et il va l'apprendre à ses dépens. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that Il was croyait a loser, que j'étais encore un président de plus d'un pays en déclin, une mauviette. Je vais vous dire, il faut qu'il va me parler correctement. Je vous le dis, dites-lui qu'il me parle correctement, et il va le faire. Incroyable. J'ai jamais entendu un président américain parler comme ça. Dites-lui de me parler gentiment, et il va le faire. Incroyable. Sinon, enfin bref, vous avez entendu tout ça. On continue avec l'ambassadeur d'Israël en France qui estime que la France dit qu'elle est un bon ami du Liban. Eh bien alors pourquoi elle ne lui demande pas de désarmer le Hezbollah ?
Je pense qu'aujourd'hui, la France pourrait aider, par exemple, le Liban à désarmer le Hezbollah. Sans aider Israël, le gouvernement libanais a dit d'une façon très claire qu'il pensait que le Hezbollah ne devait pas être armé. J'ai vu un sondage qui a été fait au Liban qui dit que 80% des Libanais ne veulent pas qu'il y ait une autre force armée à part les FAL qui soit sur le territoire libanais. Et donc, la France, qui se définit comme étant un ami du Liban, devrait peut-être aider le Liban à désarmer le Hezbollah. Ce serait un bon pas dans une bonne direction. L'ambassadeur Joshua Zarka sur Europe 1. L'université de Gand, qui se trouve en Belgique, a annoncé la fin de sa participation à un projet de recherche européen impliquant un partenaire israélien. L'établissement belge indique avoir reçu l'assurance de la Commission européenne qu'elle ne s'opposerait pas à ce retrait sans pour autant se prononcer sur sa conformité juridique ni infliger des sanctions, car normalement boycotter une université est illégal parce que c'est discriminatoire. La France, qui se définit comme un ami du Liban, a dit à l'instant l'ambassadeur d'Israël, Joshua Zarka, et à présent Alain Finkielkraut sur la question du génocide. C'est sur Sud Radio et dit « L'idée d'utiliser le mot de génocide dans la situation à Gaza est obscène ». Il faut le comprendre, Et en même temps, en France et en Occident, cet événement terrible a désinhibé l'antisémitisme. Le génocide à Gaza a été dénoncé avant même que l'armée de l'air israélienne n'intervienne. Et le mot des génocides est obscène. 70 000 morts, c'est beaucoup, mais 22 000 combattants quand même parmi ces morts, et surtout c'est 3% de la population palestinienne. Quel rapport avec le génocide arménien, ou le génocide juif, ou le génocide des Tutsis, 800 000 en quelques semaines. Et puis surtout, je voudrais vous citer Lévinas. Ce qui fut unique entre 1940 et 1945, ce fut le délaissement. Toujours on meurt seul et partout les malheurs sont désespérés. Accident d'un bus de touristes israéliens en Savoie. Une adolescente de 12 ans a trouvé la mort. Le conducteur est en garde à vue. Le bus a roulé et a percuté un mur. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition.